Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler de threads horreur ou d'anecdotes bizarres, mais on va plonger dans un truc qui me passionne depuis que je suis gosse, le rétro gaming, et pas n'importe comment. On va voyager dans le temps, direction la fin des années 80, début 90, à l'époque de la console qui a tout changé pour beaucoup d'entre nous, la NES. Cette petite boîte grise magique qui nous a fait découvrir Mario, Zelda et tant d'autres. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle cache des secrets, des trésors inestimables. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 10 jeux NES les plus rares. Et quand je dis rares, je pèse mes mots. On parle de jeux qui n'ont été tirés qu'à quelques exemplaires, de cartouches qui étaient des prix de concours, ou de titres sortis tellement en fin de vie de la console que personne ne les a achetés à l'époque. Ces jeux sont devenus de véritables légendes urbaines pour les collectionneurs. Imaginez une simple cartouche en plastique qui peut valoir le prix d'une voiture, voire d'une maison. C'est complètement fou. On va voir des histoires de tournois épiques, de jeux de location devenus introuvables, et de pépites de gameplay que presque personne n'a pu essayer. Alors, avant de commencer, je vous conseille d'aller jeter un œil dans le grenier de vos parents ou de vos grands-parents, on ne sait jamais. Vous êtes peut-être assis sur une fortune sans le savoir. On va décortiquer chaque jeu, comprendre pourquoi il est si rare et surtout combien il peut coûter aujourd'hui. C'est une véritable chasse au trésor virtuel qui commence. Préparez-vous à être surpris parce que certaines histoires sont juste incroyables. Allez, c'est parti. On commence ce top 10 avec un jeu qui, à première vue, a l'air tout mignon, tout gentil. Snow Brothers. C'est un jeu d'arcade super populaire à l'époque. Un peu dans la veine de Bubble Bobble, où vous incarnez des petits bonshommes de neige qui transforment leurs ennemis en boules de neige géantes pour les dégommer. Le gameplay est ultra addictif, c'est le genre de jeu parfait pour jouer avec un pote sur le canapé. Le concept est simple, efficace, et franchement, c'est super fun. On se prend vite au jeu, on essaye de faire des combos, de nettoyer les niveaux le plus vite possible. C'était vraiment le top du jeu d'arcade à la maison. Mais alors, pourquoi est-il si rare ? Eh bien, la version NES de Snow Brothers est sortie en 1991, ce qui est assez tard dans la vie de la console. À ce moment-là, tout le monde avait déjà les yeux rivés sur la Super Nintendo qui venait de sortir ou allait sortir. Du coup, l'éditeur Capcom n'a pas produit beaucoup de cartouches. Ils se sont dit que ça ne se vendrait pas des masses, et ils n'avaient donc pas tort à l'époque. Résultat, très peu d'exemplaires ont été mis en circulation, surtout en version pâle, chez nous en Europe. Aujourd'hui, trouver un Snow Brothers complet en boîte, c'est un véritable parcours du combattant, et son prix peut facilement atteindre plusieurs centaines, voire plus d'1 millier d'euros. On continue avec un autre jeu qui sent bon l'arcade et les après-midi entre potes. Bubble Bobble par 2. Le premier Bubble Bobble, c'est une légende absolue. Tout le monde connaît ces deux petits dragons, Bub et Bob, qui emprisonnent les ennemis dans des bulles. C'était un carton monumental. Alors logiquement, quand Taito a annoncé une suite sur NES, tout le monde était super hypé, et le jeu est à la hauteur. Il reprend tout ce qui a fait le succès du premier, avec de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis, et même la possibilité de charger ses bulles pour qu'elles soient en plus grosses. C'était vraiment la suite parfaite, un pur concentré de fun. Le problème, c'est que cette suite est arrivée beaucoup trop tard. On parle de 1993, la NES était littéralement en fin de vie, voire déjà enterrée pour beaucoup de joueurs. La Super Nintendo était là depuis 2 ans, la Mega Drive cartonnait, et tout le monde était passé à la 16 bits. Sortir un jeu NES à ce moment-là, c'était commercialement suicidaire. Taito a donc produit un nombre extrêmement limité de cartouches, pensant que ça ne toucherait qu'un public de niche. Ils ne se sont pas trompés, mais avec le temps, la demande des collectionneurs a explosé. Une cartouche seule vaut déjà une petite fortune, mais une version complète en boîte peut se négocier à plusieurs milliers d'euros. C'est le prix à payer pour posséder la suite d'un jeu culte que presque personne n'a eu à l'époque. Accrochez-vous, parce qu'on entre dans le bizarre, le WTF total avec Zombie Nation. Le concept de ce jeu est absolument génial et complètement barré. Vous n'incarnez pas un héros musclé ou un petit animal mignon. Non. Vous incarnez une tête de samouraï géante et désincarnée qui flotte dans les airs et qui doit sauver l'Amérique d'une invasion de zombies en crachant des boules de feu et des projectiles. Je vous jure, c'est le vrai pitch du jeu.
C'est un shoot-'em up horizontal complètement déjanté, avec des ennemis improbables, des boss gigantesques comme une statue de la liberté possédée. C'est du pur délire japonais. Ce concept ultra original et un peu glauque n'a pas vraiment séduit les foules à l'époque, surtout en Occident. Le jeu a eu une distribution très confidentielle. Imaginez les parents dans les magasins de jouets en 1990, tombant sur une jaquette avec une tête de samouraï énervé. Ça n'a pas dû aider. Le jeu a fait un four monumental à sa sortie, et très peu de cartouches ont été vendues. Mais aujourd'hui, c'est justement ce côté unique et son histoire qui le rendent si désirable pour les collectionneurs. Tout le monde veut avoir dans sa collection le jeu où on joue une tête de samouraï volante. C'est un jeu qui a du caractère, et sa rareté fait qu'il se monnaie à des prix très élevés, surtout pour une version en bon état. On passe maintenant à Power Blade 2. Le premier Power Blade était un jeu d'action et de plateforme assez cool, un peu inspiré de Megaman, mais avec une ambiance à la Terminator. Le héros, Nova, ressemble étrangement à Arnold Schwarzenegger et il lance un boomerang. C'est stylé franchement. Le jeu avait bien marché, donc une suite était logique. Et Power Blade 2 est encore meilleur que le premier. De meilleurs graphismes, plus d'action, des nouvelles armures, avec des pouvoirs spéciaux. Bref, une suite très solide qui améliore la formule sur tous les points. C'était le genre de jeu que tous les fans d'action attendaient. Mais encore une fois, le timing a été fatal. Power Blade 2 est sorti en 1992, alors que la NES était déjà sur sa pente descendante. Les joueurs étaient dépassés à autre chose, et les magasins commençaient à réduire drastiquement leurs rayons de jeux de NES pour faire de la place à la nouvelle génération. Du coup, le jeu a eu une diffusion extrêmement faible. Très peu de copies ont été produites et distribuées, ce qui en fait aujourd'hui un objet de collection très recherché. Les fans de la série et les collectionneurs de jeux d'action se l'arrachent. Une version complète peut valoir une somme considérable, et c'est un des jeux les plus difficiles à trouver du catalogue Taito sur NES. Alors celui-là, c'est un cas un peu particulier, Bonk's Adventure. Si vous aviez une PC Engine, ou TurboGrafx 16 en Amérique, vous connaissez forcément Bonk. C'était la mascotte de la console, l'équivalent de Mario pour Nintendo ou de Sonic pour Sega. Un petit homme des cavernes avec une tête énorme qui donne des coups de boule pour vaincre ses ennemis. Les jeux Bonk's Adventure sur PC Engine sont des classiques absolus, des jeux de plateforme fun et colorés. C'était une licence super populaire sur cette console. Alors, voir un portage débarquer sur la NES, la console concurrente, c'était déjà assez surprenant. Le problème, c'est que ce portage est sorti en 1984. Oui, 1984. C'est l'une des toutes dernières sorties officielles sur la NES en Amérique du Nord. À cette époque, la console était plus que morte et enterrée. La PlayStation et la Saturn allaient bientôt sortir. Personne, absolument personne, n'achetait de nouveaux jeux NES en 1984. La production de cette version a donc été microscopique. On pense qu'elle n'était destinée qu'à vider les stocks de composants et à satisfaire une demande résiduelle. Résultat, Bonk's Adventure sur NES est une anomalie, une curiosité historique et l'un des jeux les plus rares de la console. Sa valeur est astronomique, juste parce qu'il n'aurait presque pas dû exister. On entre dans le top 5 avec un jeu qui porte bien son nom. Flintstones Surprise at Dinosaur Peak. C'est un jeu, la famille Pierre à Feu, une licence ultra connue. Le jeu en lui-même est un jeu de plateforme assez classique. Pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. On y incarne Fred et Barney, on saute partout, on tape des dinosaures. Bref, du très standard pour l'époque. Rien ne laissait présager que ce jeu deviendrait une légende du rétro gaming. L'histoire derrière sa rareté est vraiment unique et assez folle. Ce n'est pas une question de sortie tardive comme pour beaucoup d'autres. La raison de sa rareté est simple, il n'a jamais été vendu en magasin. Ce jeu était une exclusivité des magasins de location Blockbuster aux États-Unis. Vous ne pouviez pas l'acheter, seulement le louer pour le week-end. Quand les magasins Blockbuster ont commencé à se débarrasser de leur stock de jeux NES, ces cartouches ont été vendues d'occasion, mais en très petite quantité et sans la boîte ni la notice la plupart du temps. Du coup, une cartouche seule est déjà très rare et chère. Mais alors, trouver un exemplaire complet, avec la boîte et la notice d'origine, c'est quasiment mission impossible. On parle d'un objet qui se compte en milliers et des milliers d'euros. C'est fou de se dire qu'un jeu de location est devenu un des plus grands trésors de la NES. Préparez-vous à avoir faim, ou pas, avec Panic Restaurant. C'est un jeu de plateforme au concept génialement absurde. Vous jouez Cookie,
un chef cuisinier dont le restaurant a été envahi par un rival maléfique, Odov. Tous les aliments et les ustensiles de cuisine ont pris vie et vous attaquent. Des carottes sauteuses, des poulets rôtis qui volent, des fourchettes agressives. Votre arme principale? Une poêle à frire. Le jeu est super mignon, très coloré, avec des animations vraiment réussies pour de la NES. C'est une petite pépite de gameplay, très fun et original, développé par Taito, encore eux. Panic Restaurant est sorti en 1992, donc encore une fois, un peu tard. Mais sa rareté est surtout due à une distribution très inégale. Aux États-Unis, il est déjà assez rare et cher. Mais en Europe, c'est une autre histoire. Le jeu a eu une sortie extrêmement limitée sur notre continent, en version PAL. On ne sait pas exactement combien d'exemplaires ont été distribués, mais on parle de quantité dérisoire. Il est beaucoup plus rare chez nous qu'en version américaine. Trouver un Panic Restaurant PAL complet en boîte, c'est le rêve de beaucoup de collectionneurs européens. Sa cote atteint des sommets et il est devenu un symbole de la difficulté de collectionner les jeux NES en Europe. On monte sur le podium avec une véritable merveille, un chef-d'œuvre méconnu de la NES, Little Samson. Franchement, ce jeu est absolument incroyable. C'est un jeu d'action et de plateforme qui pousse la console dans ses derniers retranchements. Les graphismes sont magnifiques, les musiques sont épiques et le gameplay est d'une richesse folle. Vous pouvez contrôler 4 personnages différents avec des capacités uniques. Samson, le héros équilibré, Kikira le dragon qui peut voler, Gam le golem super résistant et Keo, la souris agile et rapide. On peut switcher entre eux à tout moment, un peu comme dans un Megaman. C'est un jeu techniquement impressionnant et incroyablement bien conçu. Alors pourquoi un jeu aussi génial est-il si rare? Taito, décidément les rois des sorties ratées, ont sorti Little Samson fin 1992. Encore et toujours le même problème. La Super Nintendo était déjà là et captait toute l'attention. De plus, le jeu n'a bénéficié d'aucune publicité, zéro marketing. Personne ne savait qu'il existait. Il est sorti dans l'anonymat le plus total et a fait un bid commercial complet. Les quelques exemplaires produits ont pris la poussière sur les étagères. Mais avec le temps, les joueurs et les collectionneurs ont redécouvert cette perle cachée. Aujourd'hui, sa réputation de meilleur jeu NES que personne n'a connu et sa production infime en font l'un des jeux les plus chers et les plus désirables du catalogue. On approche du sommet et là, on ne parle plus d'un jeu sorti en magasin. On parle d'une véritable relique, d'un artefact de l'histoire du jeu vidéo, la cartouche Nintendo World Championships 1990. En 1990, Nintendo a organisé un tournoi gigantesque à travers les États-Unis. Les meilleurs joueurs s'affrontaient sur une cartouche spéciale conçue uniquement pour la compétition. Cette cartouche contenait 3 jeux, Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris, avec un système de scoring particulier et un temps limité. Le but était de faire le plus de points possible en 6 minutes et 21 secondes. C'était l'ancêtre de l'e-sport, un événement monumental pour l'époque. À la fin du tournoi, les 90 finalistes ont reçu en cadeau une version grise de cette cartouche. C'est déjà extrêmement rare. Mais ça ne s'arrête pas là. Le magazine Nintendo Power a organisé un concours où 26 autres cartouches, dorées cette fois, étaient à gagner. Ces cartouches dorées sont donc encore plus rares. On parle d'un total de 116 cartouches officielles produites. C'est tout. Elles n'ont jamais été vendues. Les posséder, c'est posséder un morceau d'histoire. Chaque cartouche, qui refait surface lors d'une vente aux enchères, provoque un séisme dans le monde du rétro gaming, avec des prix qui dépassent régulièrement les 15 000, 20 000, voire beaucoup plus de dollars. La version dorée est considérée comme l'un des objets de collection les plus précieux au monde. Et voici le numéro 1, le Saint Graal, la légende absolue des collectionneurs de Genèse, Stadium Events. Ce jeu est au rétro gaming ce que la Joconde est à l'art. C'est un jeu de sport, conçu pour être utilisé avec un accessoire, le Family Fun Fitness, un tapis de course sur lequel on courait pour faire avancer son personnage. L'éditeur, Bandai, a sorti le jeu et l'accessoire en 1987 en Amérique du Nord en très petite quantité, juste pour tester le marché. On parle d'environ 2000 exemplaires qui auraient été envoyés dans les magasins. C'est déjà très peu. Mais là où l'histoire devient folle, c'est que quelques jours après la sortie, Nintendo a racheté les droits de l'accessoire. Ils ont décidé de le renommer PowerPad et de le vendre eux-mêmes avec leur propre jeu, World Class Track Meet. Du coup,
Nintendo a ordonné le rappel immédiat de tous les exemplaires de Stadium Events et du tapis Family Fun Fitness des magasins. Les vendeurs ont dû retirer les jeux des rayons et les renvoyer pour qu'ils soient détruits. On estime que seulement 200 exemplaires auraient échappé à ce rappel et auraient été vendus. Et parmi ces 200, il n'en resterait qu'une vingtaine de complets en boîte aujourd'hui. C'est ce qui en fait le jeu sous licence le plus rare de la NES. Un exemplaire scellé s'est vendu à plus de 40 000 $. C'est le boss final de la collection NES. Et voilà, c'était les 10 jeux NES les plus rares. J'espère que ce voyage dans le passé vous a plu. C'est quand même incroyable de voir comment des objets aussi simples qu'une cartouche de jeu en plastique peuvent devenir des trésors d'une valeur inestimable. Ça nous montre que le jeu vidéo, ce n'est pas juste un produit de consommation, c'est aussi un patrimoine, avec son histoire, ses légendes et ses objets de culte. Chaque jeu qu'on a vu aujourd'hui a une histoire unique, une sortie ratée, un concours, une exclusivité de location. C'est ça qui fait toute la magie de la collection. On a vu des jeux qui valent quelques centaines d'euros et d'autres qui valent le prix d'un appartement. C'est complètement dingue. Ça donne envie de fouiller dans les vieux cartons, non? Imaginez la sensation de tomber sur un Little Samson ou, soyons fous, un Stadium Events au fond d'un vide-grenier. Ce serait l'histoire d'une vie pour un collectionneur. Ça nous rappelle qu'à cette époque, le jeu vidéo était encore un territoire un peu sauvage, avec des expérimentations et des ratés qui sont devenus, des décennies plus tard, des légendes. Maintenant, la parole est à vous. Lequel de ces jeux rêveriez-vous d'avoir dans votre collection? Est-ce que c'est la relique historique, comme la cartouche du NWC, ou une perle de gameplay méconnue, comme Little Samson? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!